Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% RC Lens, le nouveau rendez-vous de tous les amoureux du Racing Club de Lens. Pendant 40 minutes, nous allons débattre sur l'actualité du RC Lens. Et je tiens à préciser tout de suite qu'ici, dans cette émission, il n'y a aucune langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. On va revenir largement sur le derby. Eh oui, ah là là, défaite 4-0, ça fait mal. Est-il utile comme ça de remuer un petit peu le couteau dans la plaie? Autour de moi pour débriefer ce match et ce derby, cette défaite 4-0, autour de moi, une équipe de consultants niveau Ligue des Champions. Nous avons tout simplement la Dream Team des consultants sang et or. Parmi cette Dream Team, ce soir, ils sont 4, ils sont là. Nous avons 2 journalistes, Sylvain Charlet de France Bleu Nord, la voix foot de la région. Salut mon Sylvain, ça va? Ouais, très bien, on est prêt. Rémi Buzine de Brut. Salut Rémi. Salut Cyril, salut à tous. Et puis nous avons 2 autres consultants qui ont porté ce maillot sang et or. Bien évidemment, Franck Quedru, qu'on voit à l'écran. Salut Franck. Bonsoir à tous, ça va Cyril? Ça va, nickel. Et puis la légende, on se demande pourquoi il n'a pas encore sa statue sur le parking. de Bollard. L'homme au combien de derby, tu dis Aux 3 derby. Je réponds même pas, ça vaut même pas la peine, tu vois. Pas m'abaisser à ça. Avec de ces France Bleu Nord. C'est 22, hein. C'est 22, 22 je crois, 22, ouais. Je crois bien 22 derby. Tu en as gagné combien? Je sais pas, ça moi je sais pas. Tu sais la stat, c'est que j'en ai pas gagné à Bollard. Oh là là. C'est Olivier Brochard qui m'a dit ça, tu vois. Il a fait les stats, j'ai pas gagné un derby à Bollard. Il t'a dit ça quand? Incroyable. Avant le derby. Vous l'avez entendu, bien évidemment, c'est Eric Sicora. Bonsoir Eric. Salut à tous. On va donc démarrer cette émission, la première de Lens Foot, avec le premier rendez-vous. Voici donc le café crème et le tacle par derrière. Alors, le café crème, c'est l'équivalent du coup de cœur des consultants. Et puis, le tacle par derrière, c'est un petit coup de gueule si un des consultants a envie de pousser un coup de gueule sur ce derby, donc sur Lille-Lens. On va commencer. Vous nous m'avez envoyé tous vos cafés crème et vos tacles par derrière. On va commencer avec Eric. Sico, tu veux payer un petit café crème à Tchèque Doucouré? Ouais, parce que là, sur ce match, je trouve qu'il a été bon. Il a un peu surnagé au milieu. En plus, en face, c'était Renato Sanchez, André. Et je pense qu'il a fait du bon boulot. Il a réussi à ressortir les ballons. Il a l'image de son début de saison. Peut-être l'un des seuls qui a joué un peu à son niveau sur ce match-là. Donc, je voulais le mettre à l'honneur sur ce premier derby qu'il a pu jouer avec les couleurs lensoises. Franck, toi, tu as un tacle par derrière. C'est Clément Michelin? Oui. Ouais, parce que je suis un peu déçu, ça rentrait. Bon, après, tu veux mettre de l'énergie, tu fais une faute, oui, tu prends jaune tout de suite, bah, tu te calmes derrière parce que tu as déjà un joueur qui a pris un rouge, tu sais que le prochain match, il y a un défenseur, il y a peut-être une place à prendre. Tu essayes de réfléchir et ça, tu vois, je pense que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer le prochain match. Bon, il ne jouera pas le prochain match du coup, mais... mais non, mais bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'il n'a pas réfléchi et ça va pénaliser encore plus Lens pour les prochains matchs. C'est vrai que c'était quand même du grand n'importe quoi ce geste. Hein. C'est-à-dire qu'il est rentré de quoi? Il est rentré depuis 3 minutes et il se jette. Mais c'est stupide, c'est totalement irréfléchi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du match, en plus, c'est plié. Tu te demandes ce qu'il veut faire en fait. Qu'est-ce que tu veux montrer en fait? Je pense qu'il va pour jouer le ballon. Et à mon avis, je ne sais pas si c'est le match ou son entrée, il a voulu montrer, mais comme vous l'avez dit, tu es déjà à 10. Tu défends, mais tu évites les fautes. En plus, avant sa faute, il y a déjà une faute sur le côté, le long de la ligne, là, où l'arbitre siffle pas, et lui, il continue, il met le tacle par derrière. On est dans un chenil. Il y a un chenil. Je pense qu'il y a un chien, et vous savez quoi, vu la tête de Franck, je sais que c'est le chien de Franck. Ça doit être un gros chien, c'est pas le mien. Je pense qu'on est sur du pitbull, du Rottweiler. Ouais, donc voilà, c'est une faute. En plus, t'es au milieu du terrain, t'as pas allé la faire là-bas, quoi. Je veux dire, t'es déjà en difficulté. Comme vous l'avez dit, il y a déjà un suspendu avec Gradit, des blessés éventuels. Donc voilà, tu réfléchis un peu plus. Alors, est-ce que son envie a dépassé vraiment le. Voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que
c'est un geste étonnant à cette minute-là et dans cette partie de terrain-là. Mais après, inconsciemment, c'est aussi un joueur qui revient de blessure, titulaire, qui était le numéro 1 et qui, pendant son absence, en fait, a vu Jonathan Klaus lui passer devant. Donc là, il a l'opportunité de revenir sur le terrain et je pense qu'il y a aussi un peu de ça. C'est de montrer à tout le monde qu'on va pouvoir à nouveau compter sur lui. Donc il y a peut-être aussi un excès d'engagement qui est lié au contexte de sa concurrence avec Jonathan Klaus. Justement, tu réfléchis. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que tu es en concurrence. De toute façon, aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu aies un effectif où tu as du monde. Donc, si à chaque fois que tu joues pas, tu dois rentrer, tu veux montrer par ce genre de geste, pour l'entraîneur, ça va être compliqué. Hein. En plus, je pense qu'il a dû dire au départ, bon allez, tu rentres, fais attention, on est déjà à 10, ferme bien le couloir. Enfin, c'est ce que je suppose. Donc voilà, ça pénalise l'équipe, mais ça va le pénaliser aussi lui automatiquement parce que je pense qu'il va prendre deux ou trois matchs et tacle par derrière non, quand tu revois. Non, mais c'est 2 jaunes. Non. Michelin, c'est rouge direct. Rouge direct. Tu confonds avec Grady. Ouais, rouge direct. Donc tacle par derrière quand tu revois l'image. Moi au départ, j'avais un doute, tu vois, sur le tacle. Je vois l'arbitre mettre le rouge, c'est quand même sévère. Et puis quand tu revois l'image, forcément, effectivement. Il est légèrement en retard. Ouais, c'est pas immérité. Quoi. Rémi, toi, c'est un petit café crème que tu veux payer. Alors, il va te coûter cher le café crème parce que tu veux payer le café crème aux supporters pour ce qu'ils ont fait avec ce derby. Ça en fait beaucoup, mais ça le mérite, franchement. Mais c'est fabuleux, franchement, ça fait du bien à voir parce que c'est vrai que voir ces stades vides hier, moi, ça m'a fait mal au cœur de voir ces tribunes vides. Ça fait tellement d'années qu'on attend de revoir ce derby de Lille-Lens, on aurait voulu voir des tribunes enflammées et on a quand même eu un peu de spectacle grâce aux supporters qui sont venus attendre les joueurs à côté de leur hôtel, qui sont mis tout le long de la route de l'hôtel jusqu'à Lille. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Enfin, ça fait du bien de voir ça. Moi, ça me fait mal au cœur vraiment de voir ces stades vides depuis le Covid. On n'a même pas pu fêter la montée. Depuis le retour en Ligue 1, il y a des bons résultats. On n'a pas encore pu voir ces tribunes s'enflammer quand il y a des buts à Bollard. Je pense que ça manque, quoi. Donc voir ça fait du bien. Et puis je voulais avoir cette petite note positive parce que c'est vrai que le match a été très compliqué derrière. C'est vrai que les images, on les a tous vues, hein, les images sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. On se croyait, tu sais, un petit peu comme si c'était une finale de Coupe du Monde qui accompagnait le bus de l'équipe de France. Quel club de foot n'aimerait pas, franchement, avoir de tels supporters? C'est incroyable. C'est vraiment chapeau. Félicitations à eux, parce que c'est encore une belle leçon. Tu vois, même à Paris, moi, j'ai des fois couvert des avant-matchs de Champions League avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Ambiance comme ça, hein. Il y a même pour la finale de Ligue des Champions à Paris, pas autant d'ambiance comme ça. Donc, moi, ça, c'est fabuleux. Donc, voilà, ça fait chaud au cœur au moins de voir ça. Après, il y a un contexte particulier. Il y a aussi un contexte particulier. Tu as le retour du derby. Alors, je ne dis pas qu'il ne serait pas comme ça habituellement, mais tu n'as pas eu de derby depuis 5 ans. Le dernier, c'était en mai 2015. Et puis, tu as la situation du Covid où tout le monde est frustré de ne pas pouvoir aller au stade. Donc, je pense que là, hier, les gars se sont dit, dimanche, on donne tout. On leur montre qu'on est là et on donne tout ce qu'on n'a pas pu donner depuis le début de la saison et depuis des mois. Et moi, les images, elles étaient délirantes. Elles étaient totalement délirantes. Tu l'as dit, finale de Coupe du Monde, en fait. Ouais, c'est ça. Mais rappelle-toi, la fameuse phase de barrage. Coach, Sico, Lens-Dijon. Tu te rappelles Lens-Dijon? Attends, c'était les mêmes images. Les mêmes. Ouais, mais là, ça prend c'est complètement différent parce que c'est un derby. Donc tout le monde attendait ça depuis des années, de pouvoir de nouveau se confronter un peu aux Lillois sur le terrain et en dehors. C'est vrai que les images d'avant-match, quand tu vois le départ du bus, des joueurs devant l'hôtel et les fumis sur l'autoroute, tout ça, c'est extraordinaire. Non, mais c'est un truc de fou. Tu te dis, il n'y a qu'à Lens que tu peux voir ça. Après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est les banderoles, quoi. Ouais. Celle qu'on a vue dans le stade. Même avant. Sur le stade, en dehors, en dehors, que ce soit des deux côtés, tu vois. On est là pour supporter. Tu peux chambrer, mais tu peux l'insulter. Ouais, tu peux chambrer, tu vois. Il y en a qui sont marrantes, mais t'en as d'autres. C'est quand même un peu limite, quoi. Mais bon, on va retenir l'image des supporters aux entraînements et au départ du bus, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai risque de troubles à l'ordre public aussi. Il y avait des arrêtés d'interdiction autour du stade et le risque, c'était que des groupes se retrouvent autour du stade avant ou après le match. Heureusement, ça n'a pas été le cas et il faut s'en féliciter. C'est que de ce côté-là, il y a certes eu des banderoles
provocatrices, dont certaines qui ne sont pas forcément de bon goût, mais au moins, il n'y a pas eu de bagarre ou autre comme on aurait pu malheureusement s'y attendre. Et heureusement que ça ne s'est pas passé. Celui qui allait aux abords du stade, c'est qu'il était vraiment cinglé. Hein, parce qu'avec ce qu'il a mis le préfet là, ou sous-préfet, je ne sais plus, là, comme amant des prisons, il fallait vraiment y aller. Hein. Ah ouais, il fallait y aller. Il faut être motivé. Hein. Ah ouais, Ça faisait cher le derby. Hein. Sylvain, un paquet de matchs derrière. Ouais. Sylvain, toi, c'est un tacle par derrière. C'est Corentin Jean. Mais avant que tu en parles, on va, parce que tu n'es pas le seul sur les réseaux sociaux, ça a pas mal parlé sur Corentin Jean. On va regarder, on va voir deux tweets à l'écran. Tout d'abord, tiens, il y a Émeric qui écrit « Jean, il est horrible. Pour moins que ça fusillait Banza d'insultes il y a 2 semaines. » Et puis on a Eli qui écrit « Badé et Leka sont les seuls à faire vraiment honneur à l'équipe. Aïdara n'apporte rien. Kakuta n'a pas son niveau habituel et Corentin Jean est clairement pas taillé pour ce match. » Sylvain. C'est ça. Corentin Jean, on le connaît depuis de longues années. C'est un joueur qui fait une carrière correcte. Hein. Voilà, ça reste un joueur professionnel, donc ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel dans la vie de quelqu'un d'être professionnel de football. Mais voilà, pour moi, Corentin Jean, la Ligue 1, ce n'est pas son monde en fait. C'est un très bon joueur de Ligue 2 qui va pouvoir apporter plein de choses à un club de Ligue 2. Mais pour moi, alors après, vous allez me dire, oui, mais il a très peu joué. Là, c'était sa 2e titularisation. Allez, il a quoi? Même pas 300 minutes de jeu depuis le début de la saison. Mais pour moi, à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il n'a pas prouvé qu'il était capable de porter cette équipe. Donc moi, c'est mon tacle par derrière parce que j'attends beaucoup plus de lui, mais je pense qu'il ne pourra jamais donner plus à ce niveau-là, en tout cas. Vous êtes d'accord avec lui, les gars? Malheureusement, je rejoins bien son avis. C'est vrai que sur ce match-là, c'est un peu ce qu'il a montré depuis le début de saison. Hein. Franchement. Rémi, je t'interromps. Il va falloir sévir un petit peu le chien de Franck, s'il vous plaît. Faites taire ce pitbull. Mais bouffez-le. Un chien, c'est Franck. C'est chez le voisin. Rémi, alors, je crois qu'on a perdu Cyril. Ah non, t'es là? Parce que l'image elle bug un petit peu. Vas-y, Rémi. Ouais, donc Corentin Jean, non, mais vraiment, en fait, son match, il est égal à son début de saison. C'est-à-dire que c'est vraiment pas terrible. C'est des entrées transparentes. Hier, c'est une titularisation. On n'a rien vu de particulier. Enfin, franchement, c'est assez triste. Et puis, c'est vrai que je rejoins l'avis de Sylvain, c'est de me dire est-ce qu'il peut vraiment élever son niveau de jeu ou est-ce que c'était finalement ce qu'il pouvait montrer hier en Ligue 1? Voilà. Il aurait déjà fait auparavant. Il a eu des opportunités de s'imposer en Ligue 1. Et il les a pas montrés. Il a fait pas mal de clubs par le passé. Il a eu des blessures aussi importantes qui l'ont éloigné des terrains. C'est vrai qu'il faut se dire qu'il avait une blessure quelques mois auparavant à Toulouse avant d'arriver à Lens. Il s'était bien relancé en Ligue 2, mais c'était que sur 7-8 matchs. Puis il était dans des bonnes conditions. Il est aussi arrivé à un moment où il y a eu quelques matchs où il a pu se mettre en valeur. Mais en Ligue 1, c'est vrai que c'est quand même très, très moyen, quoi. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il pourra faire mieux. Oui. Franck, sur Corentin Jean? Moi, j'étais parti calmer le chien, donc j'ai pas. non, sur Corentin Jean, oui, un peu à l'avis général, je suis obligé de constater que il a pas apporté grand-chose à l'équipe pour l'instant. Moi, je suis d'accord avec Sylvain de dire qu'il n'a pas sa place en Ligue 1. Je pense qu'il faut du temps, comme a dit Rémi. Il revient d'une blessure à Toulouse. Et après, il revenait bien. Il y a eu le Covid, ça a arrêté tout le monde. Laissons-lui un peu de temps. Je pense qu'il est un peu dur, Sylvain, là-dessus. C'est très sympa. Moi, ça fait des années qu'on le voit. Et en Ligue 1, il n'a jamais réussi à se faire une place de titulaire. Tu vois. C'est ça, en fait, qui me fait dire qu'aujourd'hui, je me dis, pourquoi aujourd'hui, ça ferait la différence? C'est ça le truc, en fait. Il a été très prometteur à 3 ans, très jeune. Ensuite, il est transféré à Monaco et après, plus rien, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on attend qu'il confirme. Je crois qu'il a 23-24 ans aujourd'hui. C'est quand même compliqué. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. C'est le débrief du derby. On va débriefer ce derby, donc beaucoup plus largement. On va rentrer dans les détails, les copains, avec déjà 2 chiffres, 2 stats. 17 tirs concédés par le Racing Club de Lens, un record depuis le début de saison. Et un autre chiffre qui marque, c'est 0 occasion franche pour les Lensois. Lille, beaucoup trop fort ou Lens trop faible? Eric?
Je dirais que Lille a été très très bon sur ce match-là, que ce soit au niveau tactique, au niveau individuel, ils ont été meilleurs que les Lensois. Après, des joueurs importants qui étaient blessés ou suspendus, la trêve internationale de 15 jours, est-ce que le derby, on en a parlé, les supporters, est-ce que certains ont appréhendé et ont eu un peu, je sais pas du tout, mais sur ce match-là, quand tu prends les stats, effectivement, Lille est largement supérieur. Dans le jeu, il n'y avait pas photo, à part 2-3 Lensois qui ont surnagé. Après, c'est très peu pour rivaliser avec une équipe lilloise de ce niveau-là. Et en plus, quand tu vois le banc des Lillois, quand il y a les changements, tu te dis, en fin de compte, les changements ont été faits, mais l'équipe, elle garde son niveau et il n'y a pas de baisse de régime, quoi. Et ça, c'est pour l'adversaire, c'est encore plus compliqué. Ce sont deux mondes différents. Mais après, les Lensois le savaient. Hein. Non, mais ça, on le savait. Ouais, moi, je pense que les Lensois, ils ont joué le match avant de le jouer, en fait. Tu crois qu'est-ce qui te fait dire ça? Toute la semaine, t'avais les supporters, les trucs. Il y avait beaucoup de trucs qui se tournaient autour de ce match. Trop de rivalité. Et justement, il y avait trop d'attentes après ce match. Et je pense cette confiance peut-être aussi. Voilà, non, même pas, parce que toute la semaine, je pense que tous les jours, ils jouaient le derby. Pendant toute la semaine, derby. Et arrivé le jeudi, plus rien en fait. C'est-à-dire qu'ils l'ont joué tellement de fois que fatigue mentale, je sais pas, ou quelque chose. Et j'ai pas vu de jus, j'ai pas vu de, tu vois, de. Il y a 10 bonnes premières minutes. Qu'ils ont monté. Voilà, 10 minutes sur 90 minutes, c'est dur. Ils ont été étouffés aussi. Hein. Après, Lille a fait un super match. Ils ont récupéré des ballons, ils ont fait mal dans le dos des pistons. Tu avais des 2 contre 3, 3 contre 3. C'était étudié. Ça a été chaud, hein, comme on l'avait dit. Aujourd'hui, tout le monde, avec le très bon début de saison des Lensois, on regarde un peu plus. Et, Galtier non, mais on parle de Lille, a étudié les points forts et les points faibles de Lens. Et Lens est parti aussi pour jouer et gagner. Avec son système. Et s'est exposé au contre des Lillois. Ils n'ont pas fermé le jeu, c'est clair. Qui avec Renato Sanchez au milieu et Bamba devant, on fait la différence. Et c'est pour ça que tu as 17 tirs. Parce qu'en fait, t'as jamais fermé en fin de compte. Non, ils ont continué à jouer. Il y avait des boulevards tout le temps, même à 2-0, ils tentent encore quelque chose en se disant voilà, je vais. Il y a les moineaux, à 10. Mais par contre, il est intéressant, lui, je trouve. Dans ses appels, dans tonicité, je pense qu'il va faire du bien. Ouais. Il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, tout simplement. Ouais. C'est que Lille, aujourd'hui, est une équipe qui est taillée pour jouer le très haut du tableau, voire peut-être même les toutes premières places. Et Lens, c'est un promu qui arrive avec ses moyens, qui fait certes un très bon début de saison, mais c'est ce qu'on avait dit dans l'émission précédente. Hein. Lens, c'est le maintien. Hein. Donc, si on peut aller gratter quelques points à l'extérieur et être assez costaud chez nous et prendre les points quand il faut, on joue le maintien. Il n'y a pas autre chose, je pense. Mais justement, est-ce que c'est pas tout simplement un dur retour à la réalité? Je veux dire par là, c'est la réalité. C'est ça, parce qu'on vient de Ligue 2, parce que Lille est installé en Ligue 1 depuis déjà pas mal de temps, parce qu'ils ont fait la Champions League, parce que cette équipe est taillée pour l'Europe, tout simplement. Mais il faut avoir de l'humilité. Il faut savoir d'où on vient, où on était il y a 3 ans, où on était l'année dernière. On est un promu, on vient de Ligue 2. Certes, il y a un très bon début de saison, mais derrière, il y a des équipes qui sont largement plus taillées, qui ont des budgets largement plus importants, des équipes pour jouer le haut du tableau. Et on va s'en rendre compte. Je pense pas que c'est peut-être un dur retour à la réalité pour ceux qui pensent que le RC Lens peut jouer les 5 premières places parce qu'on fait un bon début de saison. Mais si on est réaliste et qu'on regarde les choses avec un peu de recul, on est un promu, on aura d'autres déconvenus cette saison. Il faut essayer de faire la meilleure saison possible, aller chercher le maintien dans un premier, espérer aller plus haut ensuite. Mais voilà, l'humilité, je pense qu'elle est très importante. Il ne faut pas se prendre pour meilleur qu'on est. On a une bonne équipe, on peut espérer voir du beau football, faire une bonne saison. C'est ce qu'on a vu sur les premières journées. Mais il ne faut pas non plus tout remettre en cause à cause de la défaite. Ce que je veux dire, c'est savoir prendre un recul global sur tout ce qui se passe. Se dire, certes, on a perdu ce match-là, mais il y en aura d'autres, des défaites comme celle-ci, malheureusement. Parce qu'on est un promu et puis aussi, on voit la différence. Et surtout qu'on joue.
On joue, on ferme pas le jeu, donc forcément, on va concéder des buts. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que on est promu. Et Lille, ça fait quand même, depuis l'arrivée de Galtier, même si à son arrivée, ils ont failli descendre, depuis, c'est dans les 3-4 premiers, ça joue la Coupe d'Europe. Il y a une expérience, il y a du vécu dans le recrutement des très bons joueurs. Donc aujourd'hui, forcément, c'est un écart. T'as 2 classes d'écart entre les deux pour le moment. Mais et comme on l'a dit, il ne faut pas oublier que Lens est un promu. Et même s'il y a un très bon début de championnat, et au départ de la journée, je crois qu'on était 3e ou 4e, je crois. 4e. C'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire d'avoir 13 points au bout de cette journée. Mais après, moi, je suis curieux de voir comment, parce qu'on parlait tout à l'heure des deux mondes différents, comment Francaise va s'adapter quand il va de nouveau se retrouver face à ce type d'équipe. Parce que là, en fait, la philosophie, elle est appréciable. C'est-à-dire qu'il joue, il va vers l'avant, il va presser haut. C'est une équipe qui propose beaucoup de choses et c'est hyper séduisant. Mais est-ce que tu vas retenir la leçon de ce que tu as vu face à Lille? Parce que des équipes qui vont jouer comme ça, il y en aura d'autres. Quand tu vas jouer Rennes, quand tu vas jouer Lyon, est-ce qu'on va être capable de se dire dans les rangs lensois, voilà, là, il faut être pragmatique. Le but, c'est le maintien. Alors, ok, c'est beau le panache, ok, c'est beau de proposer du jeu, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de fermer un peu pour se dire, voilà, on prend au moins un point. On propose moins de choses, mais on va chercher des points parce que l'objectif, ça reste le maintien. Et mais Sylvain, dans ce que tu dis, Sylvain, quand tu joues Lyon, quand tu joues Rennes, tu joues les gros calibres, est-ce que toi, tu le comptes dans ton truc pour le maintien? Est-ce que tu comptabilises ces équipes-là pour que tu vas prendre des points dans le maintien? Non, mais je dis que l'expérience de ce match face à Lille, qui est un cador qui va jouer les places européennes, peut te servir à mieux appréhender peut-être les autres rencontres que tu auras à jouer face au cador. Et te dire, si tu peux aller gratter, je ne vais pas dire sur un malentendu, mais si tu peux aller gratter des points en étant peut-être moins ambitieux, peut-être que les comptes seront bons beaucoup plus rapidement que prévu. Ouais. On va regarder un message posté sur le compte Facebook de Lens Foot Officiel. C'est un message de Nicolas. Regardez, c'est à l'écran. Ganago dépendance. Soto et Kakuta perdus devant. Sans lui, Cahuzac pas au niveau. On a manqué d'expérience. Mais bon, vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. C'est Nicolas qui écrit ce message. Rémi, l'absence de Ganago, et puis je rajouterai celle de Medina, préjudiciable sur ce derby. On l'a vu parce que justement on parlait de Corentin Jean qui a remplacé Ignatius Ganago, Corentin Jean qui n'a pas été au niveau, donc c'est sûr que ça change pas mal de choses. Après, il faut aussi parler de l'adversaire, Lille qui a bien réussi à encadrer un joueur comme Gaël Kakuta, ils ont réussi à bien le maîtriser au milieu du terrain, et c'est vrai qu'il y avait des automatismes qui existent avec Ganago, qui arrive à se montrer dangereux, qui arrive à faire des appels dans la profondeur. Ça n'a pas du tout marché avec Corentin Jean. Le jeu du Racing, il est aussi basé sur cette sérénité défensive, ce qui fait qu'on arrive à se projeter vers l'avant parfois assez rapidement. C'est parce qu'on a la chance d'avoir cette défense à 3 qui montre une très grande sérénité depuis le début de saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas hier soir. On l'a vu. Radovanovic, malheureusement, il n'a pas réussi à rentrer dans le match. Peut-être physiquement aussi, mais voilà, c'est par rapport à Medina, c'est sûr qu'il y avait un écart assez important. Mais, moi, je n'ai pas trouvé si à la rue que ça, Rado. Ouais, moi non plus. Il fait juste une erreur sur le deuxième but. Elle est déviée par Aïdara. Ouais, elle est déviée par Aïdara, mais quand tu regardes le match, Aïdara, il n'a pas non plus aidé défensivement. Après, quand tu prends des vagues avec des attaquants qui vont à 3000 à l'heure, je peux dire, demande à que de jouer dans l'axe. Et au bout d'un moment, c'est chaud. Hein. Mais moi, je n'ai pas trouvé en dedans pour un mec qui fait son premier match au bout de la 7e journée, quoi. Et bien sur les réseaux sociaux, Medina, qui fait tellement un très bon début de saison, c'est peut-être surtout ça, au-delà du fait, pas forcément le très mauvais match. C'était rodé à 3, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, ouais. Sur les réseaux sociaux, apparemment, la défense, il y a eu un vrai problème. Et justement, vous parlez de Rado. Alors, regardez, je vous ai fait une petite sélection là de tweets de supporters. Kenshin qui dit « Rado est à la rue depuis le début du match ». Roms, Rado, si Fortes se rate comme lui sur la deuxième, j'ose même pas imaginer les réactions. Lay qui dit « Vous réclamiez Rado, vous avez eu Rado, rendez-nous Fortes ». LJK02, voilà pourquoi Rado ne jouait pas. Ça, c'est les cousins de Fortes. Cyril, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Les tweets, c'est les cousins de Fortes. Arrêtez avec les commentaires, ça sert à rien ces commentaires-là. Ça ment,
n'importe qui peut dire n'importe quoi. J'aime pas trop, tu vois, ce style de réaction trop forte. De réaction sur des mecs. C'est en disant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Non, mais au départ. C'est les réseaux sociaux pendant les matchs. Malheureusement, voilà, il y a de la passion, on parle trop avec le cœur. Et à chaud, malheureusement, des fois, on a des commentaires qui pensaient. C'est Rémi qui a dit ça. Ces gens-là, ils comprenaient pas pourquoi Rado il jouait pas au départ. Ouais. Aujourd'hui, ils te disent tout le monde voulait qu'il joue, il joue. Et aujourd'hui, non, il joue pas, il est nul. Là, il faut faire jouer Fortes. Dans ce cas-là, tu fait jouer Didier Sénac aussi ou Franck Quedru. C'est le retour de Sico. Non, mais tu vois, j'aime pas trop ce truc de. C'est facile de dire le joueur il est nul, mais il cherche peut-être pourquoi il est moins bon que Medina qui joue depuis 6 matchs avec la même charnière, avec des résultats. Tu n'as pas joué non plus une équipe comme Lille de ce niveau-là sur les premiers matchs, peut-être que ça fait aussi. Le physique qui joue aussi, une équipe qui est un peu moins bien, une équipe qui est plus forte. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas lui qui va tout gagner, qui va tout gérer. Hein. Et puis en plus, Rado Edune, c'est un super mec. Il a une mentalité qui est vraiment irréprochable. C'est un vrai battant, c'est un vrai guerrier. Mais c'est vrai que quand tu joues pas, quand t'es pas titulaire et que tu joues pas et puis que t'es basculé comme ça dans un derby, c'est chaud pour être vraiment au top. En première mi-temps, il fait 1 ou 2 au retour. C'est lui qui vient chercher les ballons, qui vient contrer là, sur un contre. Ça, on peut en parler aussi, quoi. Tu vois, faut pas voir que le négatif et juger le match de Rado parce que sur le centre, c'est dévié par Aïdara et puis il rate le ballon. Mais dans ce cas-là, il rate le ballon, mais en couverture. Et je vais y aller aussi s'il faut. Puis il y a l'aspect psychologique. Non, mais c'est facile de dire. C'est facile de dire Rado, mais au départ, quand on regarde l'action, il y a peut-être d'autres joueurs qui peuvent être incriminés, mais on voit uniquement la faute de Rado. Mais derrière, il y a quand même une faute de marquage aussi. Tu peux rater un geste, mais normalement, il doit y avoir quelqu'un derrière au marquage. Ouais. Donc, il faut aussi voir tout ça. Bamba, il est étrangement. Je défends. Non, mais je défends Rado. Ils sont tous aspirés par le Rado. C'est ça. Ouais, mais moi, je défends Rado par rapport à son début de saison, son premier match au malheureux. Aujourd'hui, voilà, tu as tes joueurs. Voilà, avec lesquels il l'était. Tu sais que c'est pas facile quand tu n'as pas joué pendant 6 matchs de rentrer dans un match comme ça avec de l'intensité pareille. Donc, c'est pas évident. Il faut être indulgent aussi par rapport à ça. Surtout avec des attentes pareilles aussi. Il y avait beaucoup d'attentes à propos de ce match pour Lens. Donc, c'est clair qu'il y a 3 mois d'être sur la liste des transferts à jouer le match attendu par les supporters depuis des mois. Quoi. Comment ? Je veux dire, il y a encore 2 semaines, on attendait tous le départ de Radovanovic. Il a une préparation tronquée, même parfois à l'extérieur du groupe. Donc, c'est pas non plus. Il y a des circonstances atténuantes totalement. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est un tout. C'est pas juger un mec sur une action, c'est trop facile. Dans ce cas-là, tu fais le truc sur tous les joueurs. Hein. Tu veux dire, lui, il est nul parce qu'il a raté une passe, et l'autre, il est nul parce qu'il a raté un centre. Mais après, il y a d'autres choses à regarder et puis à analyser, quoi. Sylvain, un dernier mot là pour conclure le cas Rado. Un petit mot sur Rado. Simplement, au-delà de, je vais pas répéter ce qu'a dit Sico, c'est qu'en gros aujourd'hui, tu as une hiérarchie qui est clairement établie. Alors après, c'est bien hein, parce que Francaise, il a déjà sa base défensive, il a les 3 de derrière, Grady, Badé et Medina. Le souci, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que dès le début de la prépa, il a trouvé sa charnière à 3. Et après, en fait, il n'a fait que des ajustements. Il n'a pas pu donner plus de temps de jeu à ces éléments-là. Donc, c'est vrai que quand tu rentres dans un effectif, on n'a pas été joueur de haut niveau, mais on en a entendu plein vous le dire, et Eric le redit à l'instant, c'est que pour être bon au niveau, il faut avoir la capacité de pouvoir enchaîner. Et là, il y avait beaucoup d'intensité, et Radovanovic a été piégé. Mais voilà, il y a une hiérarchie claire, et je me mets à la place des mecs qui sont sur le banc. Ça ne doit pas être évident de vivre ça au quotidien, et pour Radovanovic, ça ne doit pas être évident. Tiens, en parlant de tweets et de supporters, il y en a un qui est pas mal. C'est Jean Connery. Le cinéma a Sean Connery. Nous, on a Jean Connery. J'adore. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut s'arrêter un instant. Regardez. Jean nous dit grosse leçon tactique de Galtier qui a bloqué les pistons et mis à mal Kakuta. Le milieu lillois a une classe d'écart, mais surtout, on n'a pas joué, on n'a rien proposé dans le duel, on est fragile sur ces matchs à enjeu et notre effectif est limité. Le banc de touche est beaucoup trop léger. Eric, on commence par Galtier. Est-ce que Galtier a montré toute son expérience face à Francaise en un match ? Mais tout le monde le sait qu'il faut bloquer Kakuta et bloquer les couloirs, mais encore faut-il pouvoir le faire. Moi, dans l'avant-match, j'ai pas passé de diplôme.
suis pas coach professionnel, je vois pas 50 000 matchs par semaine, mais tu sais très bien qu'à Lens, si tu bloques les couloirs et si tu bloques Kakuta, tu les empêches en grande partie d'exister. Donc, mais est-ce qu'ils les ont bloqués, les couloirs? Est-ce qu'ils les ont pas attirés, les couloirs, justement? Tu veux dire? Quand tu me dis tu bloques les couloirs, c'est-à-dire que tu mets des mecs hauts pour bloquer, pour pas qu'ils sortent. Ce que je veux dire, c'est que tu gagnes le match des couloirs. Oui, non, mais c'est différent parce que entre bloquer les couloirs et les attirer pour aller dans le dos, c'est différent, tu vois. Parce que, ils ont gagné. Face à Lens, il faut gagner le match des couloirs. Et si en plus tu peux bloquer Kakuta, bah. Kakuta, elle a été aussi moins bon que d'habitude, mais il a été étouffé aussi. À cause de Renato. Il a été étouffé avec André Sanchez. Mais bon, après, voilà, c'est sur tout à l'heure, il ne faut pas non plus. Aujourd'hui, ça a été un match compliqué. Voilà, le match, il est passé. Tu perds le derby, mais tu as des matchs importants après. Mais tu perds le derby et tu gagnes 2 matchs après. Sincèrement, vaut mieux peut-être faire ça que gagner le derby, s'enflammer, puis perdre 3 matchs après. Donc aujourd'hui, voilà, c'est dommageable, mais il n'y a rien de dramatique. Et il faut se servir des erreurs de ce match-là, et je pense que ça va être fait par le staff, ça va être analysé. Il va y avoir un retour là-dessus, et se servir de ce match-là justement pour plus reproduire ces mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le feu, tu es 5e, tu as 13 points, tu reçois Nantes dimanche, tu gagnes, c'est tout. C'est un petit taquereau sur ton début de saison. Ouais. Voilà, on en parlera tout à l'heure de Nantes, on va en parler tout à l'heure. Son analyse, elle était pas mal. À Jean Connery. À Monsieur Connery, ouais. Et il a dit pas que des conneries. Justement, tiens, quand il dit on n'a rien proposé dans le duel, on est fragile sur les matchs en jeu. Comment t'expliques ça, Rémi? Fragile sur les matchs en jeu, moi je trouve pas. Enfin, il y a eu des matchs en jeu depuis le début de saison contre le Paris Saint-Germain, c'était en jeu. Contre Saint-Etienne également, on a répondu présent. Donc, je trouve pas cette affirmation réelle. Je veux dire, le début de saison, il montre justement qu'on a été relativement présent sur tous les matchs. Il y a eu des matchs en jeu, même à Nice où Lens avait perdu. Le contenu était très intéressant et le résultat ne reflétait pas le contenu que les joueurs avaient pu faire. Donc non, sur ce match-là, voilà, ça revient vraiment sur le fait qu'on est tombé face à une équipe de Lille qui est beaucoup plus forte que celle de Lens. Il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de le reconnaître, et qui en plus de ça est dans une dynamique qui était très positive. Il reste sur des résultats qui étaient très intéressants. Je les avais vus jouer le match juste avant la trêve internationale à Strasbourg, où ils avaient là aussi montré tout leur talent. Ils avaient démontré vraiment tout ce qu'ils étaient capables de faire. Ils l'ont fait aussi face à Lens. Et voilà. Puis après, il y a aussi le contexte du match. On est à 10 assez rapidement en deuxième mi-temps, puis à 9. Après, ça déroule derrière. Donc moi, je pense pas qu'il y a une certaine forme de fragilité. On verra ça dans la saison. De toute façon, une saison sera faite de haut et de bas. On a eu la chance jusqu'à maintenant de connaître une saison très positive. Il y aura aussi des moments qui seront plus compliqués. Donc, mais aller tirer des conclusions sur un seul match, moi, je trouve que c'est assez radical. Quand on parle d'intensité, il y a quand même eu une faible intensité mise par nos joueurs sur ce match. On peut pas le nier. Mais quand t'es étouffé, t'es étouffé. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand t'as un adversaire qui, dans les courses, il vient te presser, t'as de l'impact au milieu, t'as tes 2 défenseurs centraux lillois, c'est des bifs, ils gagnent les duels sur les côtés, c'est intéressant. Voilà, on a été pris de vitesse. Ouais, pris de vitesse. En fait, t'es trop loin pour pouvoir mettre de l'impact. Et c'est la première fois, en fait, où dans l'impact et dans l'intensité, Lens est dominé. Parce que depuis le début de la saison, sur la plupart des matchs, moi j'en ai fait 4 des matchs du Racing Club de Lens avant celui-là, les coachs adverses disaient toujours « Non, mais on s'est fait manger dans les duels et les stats étaient juste impressionnantes à l'avantage des Lensois. » Là, ça a été l'inverse. C'est Lille qui a marché sur Lens. Très bien, on va terminer ce débrief. Il y a plein de choses à dire, mais on est pris par le temps et on va passer juste à la... Ah oui, non, attendez, je vais terminer cette partie débrief avec quelques réactions de supporters pris comme ça à la volée. J'aime bien les mettre en avant, nos amis. Alors, Flo qui dit, regardez à l'écran, message aux Lillois, je vais la jouer fair play, ça sert à rien de rager, on n'a pas été comme d'habitude, mais vous êtes forts, victoire méritée de A à Z, ça m'empêchera pas de continuer de chambrer dans une semaine, on se revoit au retour, #fier d'être Lensois. Radova Grady, regardez, c'est très dur, on va se faire chambrer, c'est normal, c'est le jeu, il n'y a rien qui va dans ce match, mais ça ne remet en aucun cas en cause notre début de saison. 10 points sur le 18e au bout de 7 journées. N'oubliez pas le plaisir procuré par nos joueurs. Rendez-vous contre Nantes. Et puis Jérémy, se tourner directement à Nantes
tirer des conclusions de ce match, partir de l'avant et surtout retrouver ce système qui nous a tellement fait plaisir lors de ce début de saison, pour finir, bien sûr, retrouver notre équipe au complet pour l'objectif maintien. Et le dernier soirée, c'est Naogel. Soirée à oublier, on n'était pas au rendez-vous et Lille nous a rendu inoffensifs dans tous les secteurs. Lille, c'est très costaud avec une valise dans le bus, des blessés, des suspendus. On va voir le caractère du groupe dès dimanche contre Nantes. On lâche rien. Justement, Nantes, on en parle dans la dernière partie de Lance Foot. C'est le zoom sur le prochain adversaire. Prochain match dimanche à 13h pour la 8e journée. Lens reçoit Nantes. Nantes qui a connu un début de saison compliqué. Ils sont 15e à 8 points. Mais attention, ils sortent d'une victoire 3-1 face à Brest avec des joueurs qui sentent le foot. On a qui ? On a Coco, on a Louza. Il y en a des petits Colomuani. Colomuani. Attention, le petit Colomuani. Néo international espoir. Moi, je l'ai vu face à Lille. Et c'est l'une des rares fois où j'ai vu Botman et Fonte en difficulté face à un attaquant adverse. C'est un grand joueur, il est fin, il a une vraie qualité technique. Il a marqué son premier but en Ligue 1 là, ce week-end face à Brest. Et celui-là, il faut vraiment le suivre. Et celui-là, il peut poser des problèmes à la défense lensoise. Et ils ont aussi un Bamba, donc on va faire attention. Ils ont aussi un Bamba, ouais, attention. Ça nous réussit pas, les Bamba. Grady et Michelin qui seront absents. Ganago, Fofana, Fortes qui eux sont blessés pour le prochain 11. Tu fais des changements. Les garçons, vous faites quel 11 là pour l'équipe pour le match contre Nantes. Alors, on retrouve Vermut, Sicora. Déjà, faut voir les blessés. Il a fait une bonne entrée, justement en deuxième mi-temps. Oui. On voit qu'avec Corentin Jean, c'était un peu compliqué. Simon Banza contre Saint-Etienne également. Pourquoi pas tenter la titularisation de Kalimundo, qui peut avoir en plus un profil assez proche de Ganago, donc dans le système de jeu, ça peut bien s'intégrer. Donc c'est déjà une bonne chose. Il a fait une belle entrée. Très bonne entrée, je trouve. Dans le contexte, en tout cas, tu n'as que 3 jours d'entraînement et tu rentres dans un match où justement tu es mené, où ça se passe pas très bien. À 18 ans, franchement, c'est quand même pas mal. Niveau caractère et niveau rentrer dans le match, c'est cool. Hein. Eric Mwendo avec Sotoka. Eric, tu fais d'autres changements ? Les changements, le coach Franck va devoir en faire automatiquement. Après, les blessés, je ne sais pas si il pourra peut-être pas en récupérer un d'ici là. Mais Fofana, c'est sûr qu'il est forfait ? Il ne pourra pas débuter de toute façon. Ouais. Non, mais après, je pense qu'avec lui, ils prendront 0 risque. Voilà. Il va repasser peut-être par un match en réserve avant. C'est trop important pour lui aujourd'hui au niveau moral et mental. Si tu rejoues. Et puis financier pour le club, 10 millions, il faut le faire. Ouais, non, mais Cahuzac aussi est suspendu. Cahuzac sera suspendu. Alors, pas pour celui-là. Parce qu'il a pour le match d'après. Pour le match d'après. Ouais, mais après, c'est pareil, quand tu vois le carton jaune qui prend ce match-là. Sincèrement, tu as la VAR. Je pense que quand il y avait les cartons, la VAR pouvait aussi réagir et dire l'arbitre s'est trompé. Parce que là, sur le tacle, forcément, après on dit il est moins bien, mais quand tu prends un carton jaune dès le début du match pour défendre face à une équipe comme ça, sincèrement, et le coach il a sorti pour pas avoir un expulsé. Mais ça le pénalise aussi, Cahuzac. Pourtant, dans ce match-là, tu vois, son tacle il est sur le ballon. Moi, je pense que ça aurait pu être différent. Mais non, les changements, je ne sais pas. De toute façon, le système, je pense qu'il va le garder parce qu'il est rodé. Il ne change pas. 3-4-1-2. 3-4-1-2, il ne bouge pas. Ouais, il va rester comme ça. Et puis après, sincèrement, ceux qui étaient sur le terrain là et qui seront contre Nantes, je peux te dire qu'ils vont avoir une envie de montrer que ce match-là, c'était vraiment le match 100 et qui valait mieux ça. Et qui valent mieux que ça, de toute façon. Ils le savent. Ils ont fait les résultats. C'est pas un match qui va tout remettre en cause ou qui va tout perturber. Enfin, j'espère. Moi, je mettrais bien le petit Ismaël Boura, piston gauche à la place d'Aïdara. Parce que Aïdara, moi, il m'a un peu déçu. Et je me dis que pour lui remettre un petit peu de pression, le petit Boura, quand il a joué à gauche, il n'a pas déçu. Là, il a rencardé plusieurs fois à gauche, à droite plutôt, pour permettre de faire souffler Jonathan Klaus. Moi, j'aimerais bien revoir le petit Boura à une place de titulaire. Et pourquoi pas Charles Bolly ? Ah oui, c'est vrai qu'il est retourné dans le groupe, mais il revient de loin encore. Mais Charles, il revient de blessure. Piston, c'est vraiment pour dépanner s'il n'y a personne. Aujourd'hui, tu as le petit Bourra. Charles, il sera peut-être plus utile au milieu avec Kakuta. S'il doit rentrer pour remplacer Gaël ou voilà. Mais ça m'étonnerait que je ne verrais pas comme piston là, surtout après un temps de blessure assez important où il faut que physiquement tu sois vraiment bien sur le côté pour faire les allers-retours.
Ça m'étonnerait beaucoup. Et après, derrière, tu fais quoi? Medina, Badé et Fortes. Il y a eu un petit pépin musculaire, je crois. Donc, non, mais Fortes, il est pas out. Il Fortes était est out blessé, pour ce match. Oui, mais après, t'as il Doucouré, sera peut-être de retour. T'as Doucouré qui a Ouais. joué là l'année dernière et qui a été très bon. Mais Très bon match. ton milieu, tu le déshabilles un peu, quoi. Bah oui, parce que tu le remplaces Il y a par le qui au petit milieu? Seno aussi Non, mais qui tu as fait personne. des bons matchs en équipe réserve, qui peut peut-être aussi monter. C'est peut-être prématuré de penser à ce qu'il soit titulaire, mais il peut peut-être au moins se faire une place groupe dans le sens où si Cahuzac a une baisse de forme, suspension, Doucouré et Fofana qui est encore pour l'instant blessé, il y a une place à prendre depuis en plus que Manu Pérez est parti à Grenoble. Tu parlais de qui? Parce que j'ai pas entendu. J'ai pas entendu en fait. Ouais, pareil. Le petit jeune Eno qui joue en réserve. Eno. Qui avait joué le match. Je l'ai pas vu. Exactement. Ouais, je l'ai pas vu. Qui joue en équipe réserve, qui est arrivé du FC Porto cet été, qui a priori fait des bons matchs en équipe réserve. Il y a des bons retours. Et il a justement joué le match amical contre Chambly parce qu'il a justement été testé à ce niveau-là, parce que pour l'instant, il n'a qu'un contrat d'1 an. Il est arrivé pour l'équipe réserve. Et il a fait une entrée qui était assez prometteuse. Et il y a beaucoup de retours assez positifs. Donc, il y a des places à prendre, en tout cas, avec les blessures, les suspensions actuellement. Après, on verra tout ça. Tu peux jouer Doucouré derrière et faire reculer Calcutta. Hein. Et mettre. Mais là, Charles Bolly. Tu déshabilles toute ton équipe, là. Non, tu les habilles pas toutes. Non, mais tu changes trop de mecs à des postes. Si Fortes est blessé, tu joues comment derrière? Tu mets qui? Rado. Tu joues à Rado? Tu joues Rado. Ah bah oui, non, mais je suis con. Bah ouais, non, mais je sais pas pourquoi on n'a pas pensé à Rado, parce que tout le monde parle de Medina et Badé. C'est pour ça qu'on cherchait un troisième avec Fortes, mais Rado, il est là. Bah, t'as Rado. T'es trois qui les Medina as. à gauche et à droite. Tu mets Medina à gauche et à droite. Tu t'en moques. Bon, après, pour un match, on peut le faire. Ouais, non, mais j'ai pas pensé à Rado, c'est pour ça. Non, excuse-moi, non. Mais c'était vraiment, tu vois, s'il n'y avait pas Rado, Fortes, tu avais cette solution-là. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu déshabilles toute ton équipe. Mais je sais pas pourquoi je pensais pas à Rado, tu vois, sur le coup. Pardon. On verra ça. Pardon. Pour un qui sert à quelque chose, lui, sans déconner. On verra ça dimanche, bien évidemment, donc pour Lens-Nantes, dimanche 25, coup d'envoi 13h. On termine cette émission avec la dernière partie. Attention, c'est le jeu des pronostics. On y va. Donc le jeu des pronostics, messieurs, je vous signale que le perdant, donc ça va durer sur toute la saison, d'accord ? À chaque match, vous allez faire un petit prono. Si vous avez le bon prono, c'est 3 points. Si vous avez la bonne tendance, c'est 1 point. Si vous n'avez rien, bien évidemment, c'est 0 point. Toute la Dream Team des consultants de Lens Foot joue. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas là ce soir m'ont envoyé leur prono. D'accord ? Donc, je parle par exemple de Guillaume Gillet. Guillaume Gillet, mise sur une victoire de Nantes, 2-1. Aléadine Yaya, mise 1-0 pour Lens. Et Walid Mesloub, 2-0 pour Lens. Donc ça, c'est noté. Maintenant, le pronostic d'Eric. 3. Pour Nantes. Non, j'aurais dit 1-3, Franck. Moi, c'est à moi de parler maintenant? Oui, vas-y. 2-1, moi, je dis. 2-1. Sylvain? 1 partout. 1 partout. Alors, après, tu dis qu'ils vont perdre. 2-1 aussi pour Lens. Non, match nul. 2-1 pour Lens. C'est parti, c'est noté. On termine l'émission avec les 2 gagnants du jeu FIFA 21 qu'on avait mis sur les comptes Lens Foot officiel, Twitter et Facebook. On les voit à l'écran. Donc bravo à Rémi Warbax 5. Merci beaucoup. Voleur. Et puis sur Facebook, c'est Greg Spielmann. Personne s'appelle Greg? Personne s'appelle Spielmann? Non? Très bien. Greg Spielmann, donc il a gagné son jeu FIFA 21. Il va le recevoir très bientôt chez lui. Vous continuez à nous suivre, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Lens Foot officiel. Merci à Snell pour la production vidéo de cette émission. Merci à Abdelan pour la préparation de l'émission. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, mardi prochain, même heure, même endroit, pour cette deuxième épisode de Lens Foot. On débriefera, bien évidemment, Lens-Nantes. En attendant, eh bien, restez actifs sur les réseaux sociaux. Continuez à nous suivre, partagez cette émission et passez une belle semaine. Merci les copains. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors attendez. Salut Jesse Garonne.
Moi, j'allais dire Philippe Manœuvre. Voilà. Pour la petite anecdote, depuis le début, Eric Sicora cherche un chanteur qui me ressemble. Et tu dis que c'est qui alors? Non, c'est Jesse Garonne. C'est lundi, tu tes sais plus. conneries. Ouais, si, c'est pareil. Allez, passez une belle semaine. Et puis on se retrouve mardi prochain, bien évidemment. Salut, merci les gars. C'est lundi.